Mes chers camarades, bien le bonjour. Vous allez bien? T'es jaloux de la casquette? Bon, je me suis dit, première conférence de la journée, on va essayer d'y aller mollo avec vous, pas trop vous charger. Donc plutôt que de faire une conférence sur le système économique du poireau au XVe siècle, je vais vous raconter des histoires. Des histoires de héros de guerre. C'est quoi un héros de guerre, concrètement? C'est un mec qui fait des trucs héroïques pendant la guerre. C'est sympa. Alors, ça, c'est les vrais. Concrètement, ouais, quand on dit ça, on pense plutôt Brad Pitt dans 3, Stallone dans Rambo, enfin des mecs qui font des trucs de fou. Dans la vraie vie, c'est toujours un peu moins glorieux. Mais je me suis quand même dit que j'allais vous raconter 3 histoires de héros de guerre. Du coup, voilà. On va commencer avec la première histoire. Ouais, Dave, raconte-nous une histoire, c'est super. Ouais. Ouh, merci, ça fait plaisir. Du coup, un premier héros qui est une héroïne, histoire de changer un peu. Ah! C'est qui a fait boue? Retenez bien sa tête, la casquette là-bas, là. Je vous le laisse à la fin, les filles. T'as cherché. On va parler de Lyudmila Pavlichenko. Je redirai plus son nom de famille par après, parce que c'est... Ah, voilà. Ukrainienne de son état, qui a grandi dans la campagne jusqu'à ses 14 ans, où ses parents décident de déménager à Kiev. Et comme toutes les gamines ukrainiennes de 14 ans à l'époque, ses parents vont l'inscrire dans un club pour occuper ses mercredis après-midi, mais ça reste l'Union soviétique, hein, donc pas de poney club, on va la mettre au club de tir. Voilà. Du coup, elle va se révéler plutôt jouer, et après ses études, elle va continuer le tir, comme ça, les après-midi, tirer sur des trucs dans son jardin, parce que c'est sympa. Et pendant ses études, elle va même travailler à l'arsenal de Kiev. Parce qu'elle aime bien voilà, les armes et ça change un peu de McDo, c'est sympa comme job étudiant. Et voilà, elle va faire ça tranquillou jusqu'à 1941. Parce que là, à ce moment-là, on est dans la Seconde Guerre mondiale. Hein, les Allemands, ils ont commencé envers la Pologne, tout ça. Ils sont alliés avec le RSS, mais du coup, en 1941, ils déclenchent l'opération Barbossa. Opération qu'on peut aussi appeler pourquoi on ne se retournerait pas contre les Russes, parce qu'au final, les Slaves, c'est pas forcément mieux que les Juifs. Voilà. Du coup, on l'envoie à Odessa. Petite station balnéaire sympa. Elle demande à entrer dans l'infanterie. C'est une des premières nanas, selon les écrits soviétiques, hein, on sait comment ils sont avec leurs écrits, les gars, a demandé à rentrer dans l'armée et à rentrer dans l'infanterie. Et vu ses capacités au tir, on lui dit vas-y cocotte, fais ce que tu veux. Et du coup, elle se retrouve à Odessa et va tuer 187 soldats allemands en face d'elle. Ça n'empêchera pas la ville d'être prise, mais elle, du coup, on va la redéployer à Sébastopol, en Crimée, où elle va continuer comme ça, à descendre des mecs en face, jusqu'à être blessée par un tir de mortier. On la renvoie chez elle tranquillou et vu ses stats, entre guillemets, ça lui permettra de ne pas retourner au front, de rester tranquille chez elle. Hein. Mais du coup, on va l'envoyer faire la tournée des camps. C'est une espèce d'icône. Elle va être reprise comme outil de propagande par l'armée soviétique, histoire de montrer un peu la puissance du peuple soviétique, parce que c'est quand même une fille de la terre, de la campagne à la base, et aussi de l'armée, parce que c'est quand même un soldat soviétique. Et en 1943, on va même l'envoyer aux États-Unis, rencontrer Roosevelt à la Maison-Blanche, parce qu'il était encore pote à l'époque avec les Ricains. Et elle va aller au Canada aussi, on va lui offrir une arme qui est toujours exposée aujourd'hui en Russie. Dernier hommage, on va faire un timbre-poste à son effigie, parce que c'est quand même classe d'avoir un timbre avec sa tête dessus. Et on en refera un autre à sa barre en 73. Bon, elle là, pour le coup, elle s'en foutait un peu, je pense. Voilà, donc la première, Lyudmila. Deuxième histoire. On va parler d'Heinrich Severlo. Alors Heinrich, à défaut d'avoir un postiche, cette blague est très nulle, je l'assume. Voilà. Lui, il aimait bien les poneys, hein, contrairement à Lyudmila. Voilà, s'occuper des chevaux dans sa petite bourgade de Metzingen, en Allemagne. Alors Metzingen, c'est pas le trou du cul du monde, mais pas loin. À l'époque, il y avait 7000 habitants. Alors, pas de quoi déclencher une carrière dans le grand banditisme et une passion pour les armes à feu, hein, qu'on soit d'accord. Et du coup, il va vivre sa petite vie pépouze là-bas, jusqu'en 1941, où on l'envoie dans le Nord-Pas-de-Calais. Pas de bol. Metzingen, c'est pas sympa, mais le Nord-Pas-de-Calais, c'est pas forcément mieux. Ah, on a des nordistes. Mais bon, le Nord-Pas-de-Calais à l'époque, à part quelques résistants qui foutent le sbeul, c'est assez tranquille. Hein. Du coup, il va rester là-bas, pépouze, jusqu'en 40, toujours rien en fait. Et le déclenchement de l'opération Barbossa, on en a parlé juste avant. Hitler décide que voilà, les Slaves c'est pas cool. Du coup, il envoie des soldats là-bas, alors qu'il était déjà bien tranquille en France.
Et Heinrich, il va se retrouver sur le front de l'Est. Mais coup de bol, il se retrouve à juste ravitailler le front. Donc le mec, il tire sur personne, il s'occupe des chevaux, il ramène à manger. Posé quand même. Mais le problème, c'est qu'en Russie, il fait froid. Hein. S'il y en a qui sont déjà allés, ils peuvent témoigner. Donc il va choper des engelures. Voilà, donc il ne peut plus faire grand-chose, il va essayer de se soigner lui-même. Ça a marché jusqu'au jour où il chope une pneumonie. Et là, il ne peut plus trop se la jouer infirmière Joël. Donc on va le renvoyer en Allemagne pour être soigné, et il va tomber dans le coma. Parce que c'est des choses qui arrivent avec la pneumonie, quand on peut pas la soigner. Mais voilà, c'est un gars de la campagne, c'est un dur. La pneumonie, il en revient, il sort de son coma. Et on l'envoie en Normandie. Voilà, niveau région pourrie, le pauvre. Voilà. Hey, qu'est-ce que tu fais avec ce drapeau breton? On parle de Normandie. Est-ce que c'est toi qui as tous les concerts et toutes les conférences du monde avec ce truc-là? Parce qu'il y a toujours un mec... Du coup, Normandie. Voilà. Désolé pour Heinrich. Bon là, on va en janvier 44. La Normandie en janvier 44, c'est un peu tranquille, hein, donc il continue de se la toucher. Jusqu'au 6 juin 44, je ne sais pas si ça vous parle cette date. Mais voilà, lui, il était sur la plage d'Omaha, tranquille, dans son camp, en train de dormir. Et dans la nuit du 5 au 6, il y a un collègue qui vient le voir. Heinrich, réveille-toi, il y a des bateaux qui arrivent, c'est chelou, on ne sait pas trop ce qui se passe. Il dit, ok, je vais voir. On le fout dans une tour, derrière une mitrailleuse. Et de 6h à 16h30, il va tirer 13 000 balles. Quand les ricains vont débarquer dans sa tour, en gros, ils vont juste dire qu'il y avait des douilles jusqu'aux chevilles. Voilà, hein, le gars est juste resté là toute la journée, à vider son chargeur, à recharger, jusqu'à se faire arrêter. Parce qu'évidemment, bon, il a perdu, hein, pas de bol. Et du coup, d'après lui, hein, il aurait tué à peu près plus de 1000 soldats américains, français, australiens, tout ce qui est passé par là, quoi. Et à la fin de la guerre, on va l'envoyer dans des camps de travail, en Angleterre, aux États-Unis. Parce qu'il y a un truc sympa, dont on ne parle pas souvent en cours d'histoire, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des camps de travail aux États-Unis, en Angleterre, dans plein de pays. Et du coup, on envoyait d'anciens soldats nazis, d'anciens soldats allemands, bosser dans les champs. Donc vous pouviez très bien être un fermier dans le Kentucky et avoir des soldats nazis qui labouraient le champ gratos pour vous, pépouze. C'était sympa comme période. Et voilà. Et par contre, le truc pour Heinrich, c'est que bon, après, il est rentré chez lui et il n'a jamais parlé de ça. Le gars a descendu plus de 1000 soldats en face de lui, il n'en a jamais parlé. Parce que, pas de bol, il y avait une croix gammée sur son uniforme. Et il avait peur juste d'être considéré comme un criminel de guerre. Alors que s'il avait été de l'autre côté et descendu 1000 soldats en face, c'est plutôt BG quand même. Mais voilà, il était du mauvais côté. C'est un peu le truc sympa avec la notion de héros de guerre. Ça dépend qui a écrit votre histoire. Hein, si vous êtes du côté des gens qui ont gagné, c'est plutôt cool. Si vous êtes du côté des méchants, hein, des mecs en face, forcément on va pas trop se rappeler de vous. Voilà, ça c'était pour Heinrich. J'ai pas encore dit troisième histoire. Troisième histoire. Hey, réactif, hein, j'aime beaucoup. On va parler de Juba, ou Joba, en fonction des traductions, comme la chanson des Gypsy King. Voilà. Désolé si vous l'avez dans la tête maintenant. Qui est, ou était, un, ou plusieurs, on ne sait pas, sniper irakien. Voilà. Ce qu'il faut savoir que le 11 septembre 2001, il y en a peut-être qui étaient pas nés à ce moment-là, ça arrive. Il y a une organisation terroriste du nom d'Al-Qaïda, dirigée par un mec qui s'appelait Oussama Ben Laden, qui a décidé de montrer aux États-Unis qu'ils n'avaient pas peur d'eux. Alors vous, je sais pas comment vous faites d'habitude, mais eux, ils ont envoyé des avions dans des tours. 3000 morts. Les Américains n'ont pas aimé. Ils ont compris qu'Al-Qaïda n'avait pas peur d'eux. Mais du coup, les Américains se sont dit, on va leur montrer qu'on n'a pas peur d'eux aussi. Donc, ils ont fait ce qu'ils font quand ils veulent montrer qu'ils n'ont pas peur des gens. Ils ont bombardé l'Irak et l'Afghanistan. Et fait encore plus de morts, comme toujours. C'est joyeux, hein. C'est pour commencer, avant de déjeuner, c'est l'appétit, tout ça. Et du coup, ils ont envahi l'Irak, ils ont envahi l'Afghanistan. Techniquement, ils avaient sécurisé l'Irak, mais forcément, quand on envahit des gens, ils font de la résistance, hein, ils sont jamais très dociles, c'est un peu chiant. Et du coup, dans la résistance irakienne, s'engage apparemment un mec du nom de Joba. Et en fait, on connaît son existence par des vidéos, hein, un peu comme nous on fait. Sauf que dans ces vidéos, en fait, on voyait juste des snipers exécuter des soldats américains. Et ils distribuaient ça à la sortie des mosquées à partir de 2005, un peu comme des directs ou DVD. C'est un peu comme, genre, La Belle et la Bête 2, mais produit par Al-Qaïda. C'est un peu moins glamour, quoi, en filmant ça à ses enfants. Et du coup, il y a une série de DVD comme ça, avec Joba qui exécutait des gens, qui racontait sa vie, tout ça. Et dans le deuxième, un peu en mode podcast.
Et dans le deuxième DVD, en fait, du coup, on a ce Juba qui explique avoir tué 37 soldats américains. Sauf que le problème, c'est qu'au fur et à mesure du DVD, il y a deux mecs qui s'appelaient Juba, qui peut-être besoin d'une doublure, je sais pas. Niveau fort accord, c'est pas terrible. Et à partir de ce moment, on commence à se demander si ce gars existe vraiment. Alors, on a un petit problème déjà. Mais en tout cas, on ne sait pas s'il existe, mais il va être repris et par l'armée américaine et par l'armée irakienne. Enfin, l'armée de résistance irakienne. Les Irakiens, ben, eux, ça les arrange. Un type que personne n'arrive à choper, qui descend des Américains, ah, ça donne du courage aux gars. On se dit qu'on a ce gars-là à côté de nous, un peu comme un ninja de l'ombre, avec un sniper. Et côté américain, bah, ça donne un objectif. Il y a ce mec-là qui nous fait chier, il faut absolument le choper. Donc ça donne une motivation au GI. Sauf que le GI moyen, il se dit pas ça. Il lui dit, il y a un mec en face qu'on n'arrive pas à choper, qui nous descend. Moi, j'y vais pas. Vous, je sais pas. Du coup, bah, l'armée américaine va être obligée de passer derrière pour dire, en fait, bah, c'est peut-être nous qui l'avons créé pour donner un objectif aux gars. On s'attendait pas à ce que les mecs se pissent dessus derrière. Bon, voilà. Mais les Irakiens, ils vont continuer de parler de Joba, et il y a des DVD de Joba qui vont continuer de sortir comme ça. Jusqu'à 2008, où le dernier, quatrième DVD, qui s'appelle Joba The Baghdad Sniper 4, ça fait très direct to DVD avec Steven Seagal. Je sais pas si vous voyez. Où voilà, il dit encore une fois qu'il a descendu tant de soldats, il descend des gens dans la vidéo, enfin, un truc classique quoi. Mais voilà, après ce DVD, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Peut-être parce qu'ils n'avaient plus trop besoin de propagande anti-américaine pour cause de Daesh dans la région. C'est un autre problème. Mais voilà, plus de nouvelles de Joba depuis 2008. Il appelle plus, il poste plus rien sur Facebook, on ne sait pas ce qu'il fait. Mais voilà, on a encore un autre problème. Et le truc, en fait, c'est pourquoi je parle de lui, c'est qu'à la fin, son kill count, comme on dit, hein, est estimé à plus de 600 soldats américains. Après, ça, c'est les chiffres irakiens, hein, c'est un peu comme en manif, les chiffres de la police et les chiffres des syndicats. Mais voilà, on a un type, c'est une espèce d'icône, c'est un héros national en Irak, et on ne sait même pas s'il existe en vrai. Un peu comme un héros mythologique. Et c'est un peu ça le problème des héros de guerre, en fait, c'est que qu'est-ce qui définit un héros de guerre? Parce que dans les films, c'est toujours un mec beau gosse, il est très rarement moche d'ailleurs, super musclé, qui va tatane plein de mecs en face, pour sa patrie, pas pour lui. Sauf Mel Gibson dans The Patriot, ça c'était pour lui. Mais voilà, c'est assez flou en fait. Par exemple pour Joba, le journal The Guardian le décrivait juste comme un espèce de taré qui tire sur tout ce qui bouge. Ça aurait été un soldat américain, ça aurait été juste un putain de héros. Le gars a descendu 600 mecs en face. Pareil pour Heinrich, on n'en parle jamais. Le mec a publié sa biographie en 2000. Ça fait 56 ans après la fin de la guerre, 55 ans. Et c'est un peu ça le truc en fait avec l'histoire en général, c'est qu'elle est écrite par les vainqueurs. Non. Si vous gagnez la guerre, ben, c'est vous qui allez raconter comment elle s'est passée. Forcément, les mecs qui vous ont fait chier en face, c'est les méchants. Par exemple, je sais pas si vous voyez ce que c'est le traité de Versailles. Non. En gros, à la fin de la Première Guerre mondiale, tous les gagnants ils se sont réunis et ils ont dit ouais, y a plein de trucs qui ont été détruits, c'est chiant, ça coûte cher, les Allemands ils vont payer. Voilà. Sauf que c'est pas les Allemands qui ont déclenché la guerre, mais c'est eux qui ont le plus fait chier. Du coup, bah, c'est eux qui ont tout payé. C'est pas leur faute, c'est l'Autriche et la Serbie qui se sont mis dessus et du coup leurs potes sont entrés comme dans une bagarre de bar. Et du coup, voilà, encore une fois, là, c'est les Allemands qui ont payé, alors qu'ils avaient rien fait à la base, pour une fois. Et on se retrouve toujours avec ce petit problème en histoire, c'est qui raconte, comment et pourquoi. C'est toujours intéressant d'avoir la source de l'autre côté. Et donc là, sur les trois qu'on a, Heinrich, Ludmilla et Joba, concrètement, il n'y en a que une, Ludmilla, qui rentre dans nos critères de héros de guerre. Alors pour une fois, on peut se dire que c'est pas un problème de genre, vu que là on a une nana, même si elles sont sous-représentées dans les films et les bouquins. Donc qu'est-ce que ça peut être? Concrètement, c'est pas tant une question de fait héroïque, de kill count, tout ce qu'il voulait, c'est plutôt une histoire de sur qui vous pointez vos fusils à la fin de la journée. Voilà, c'est tout pour moi.